Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les passions d'un Hébreu cette semaine. Le mois d'août 2020 est aussi un mois d'août en souvenir de ce qui se passa en Allemagne ce même mois, en l'an 1819, les émeutes Epp-Epp. Et je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Ces émeutes Epp-Epp sont des pogroms du début du 19e siècle contre les Juifs allemands. Les violences antisémites débutèrent le 2 août 1819 à Würzburg et s'étendent rapidement jusqu'à des régions assez lointaines comme le Danemark, la Pologne, la Lettonie et le royaume de Bohême. De nombreux Juifs sont tués sans qu'on en ait connaissance du nombre exact et beaucoup de propriétés et biens juifs seront détruits. Pendant des siècles, les Juifs vécurent dans les pays d'Europe centrale en tant que non-citoyens ou sous-citoyens de ces pays. Influencé par la Scala, le mouvement juif inspiré par les philosophes du siècle des Lumières, ainsi que par la Révolution française avec sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la loi du 28 septembre 1791 faisant des Juifs français des citoyens à part entière, de nombreux Juifs ainsi que des activistes des droits civiques demandent la citoyenneté et l'égalité devant la loi. Au fur et à mesure de leur émancipation, les Juifs allemands deviennent des concurrents sérieux du point de vue commercial et économique pour les corporations chrétiennes. À l'époque des émeutes, la Confédération germanique issue du Congrès de Vienne est formée de 36 États indépendants et d'un certain nombre de villes libres. Le statut des Juifs varie d'un État à l'autre. Certains ont révoqué les édits d'émancipation de l'époque napoléonienne, d'autres les ont conservés mais les ignorent en pratique. Dans la plupart des territoires, les Juifs n'ont pas le droit d'accéder à des postes dans l'administration, dans l'armée, ni de professer dans les écoles ou les universités. L'écrivain et historien Amos Elon écrit en 2002 dans son livre sur l'histoire des Juifs en Allemagne de 1743 à 1933 ceci. Dans certains États, des tentatives furent faites pour renvoyer les Juifs à leur ancien statut médiéval. La ville libre de Francfort rétablit une partie des statuts médiévaux qui restreignaient les droits des Juifs. Comme en 1616, seuls 12 couples juifs étaient autorisés à se marier chaque année. Les 400 000 florins que la communauté juive avait payés en 1811 au gouvernement de la ville pour son émancipation étaient déclarés caducs. En Rhénanie, qui était revenue sous contrôle prussien, les Juifs perdirent leurs droits de citoyens qui leur avaient été accordés par les Français et ne pouvaient plus exercer certaines professions. Le peu qui avait été admis dans l'administration avant la guerre fut sommairement congédié. Ainsi se termine le propos de M. Amos Elon. Les représentants juifs demandèrent formellement leur émancipation au Congrès de Vienne en 1815. Mais tant les universitaires que le monde politique ensemble répondirent par une fin de non-recevoir sarcastique. Les Juifs furent dépeints au public comme des parvenus qui essaient de prendre le contrôle de l'économie et plus particulièrement du secteur financier. Les publications antisémites étaient courantes dans la presse allemande de l'époque. Epp, epp était le cri de ralliement désobligeant des émeutiers. Les sources varient sur son étymologie et donnent soit un acronyme de l'expression latine Hierosolima est perdita, Jérusalem est perdue, un des cris de guerre des croisés, ou bien un dérivé du cri traditionnel de rassemblement des troupeaux des bergers allemands. À Würzburg, en Bavière, les troupes du roi sont appelées en renfort pour éviter un massacre. La population juive quitte la ville et passe plusieurs jours sous des tentes dans les environs. Les émeutes se propagent alors à tous les villages et villes de Bavière, puis Bamberg, Bayreuth, atteignent le grand-duché de Hesse, à Darmstadt, puis le grand-duché de Bade, à Karlsruhe, Mannheim et la ville libre de Francfort, ainsi qu'en Prusse, Rhénane, à Coblence, à Cologne et les autres villes le long du Rhin et jusqu'au nord de l'Allemagne. Les villes libres de Brême, d'Hambourg et de Lübeck aussi. Dans certaines villes, la police apparaît trop tard ou se tient inactive pendant que la foule se déchaîne dans les rues.
Dans les villes où la milice arrive rapidement, les émeutes se calment relativement vite. À Heidelberg, ville universitaire, la police tarde à intervenir, mais deux professeurs libéraux accompagnés de leurs étudiants s'interposent et évitent un pogrom sanglant. Ils réfrènent les responsables et arrêtent même des citoyens. Heidelberg est une exception, car dans la plupart des villes, les habitants sont restés passifs. Dans certaines villes, au contraire, des membres de la bourgeoisie, des étudiants et même des professeurs d'université sont parmi les instigateurs. Ludwig Robert, un auteur dramatique d'origine juive mais converti au christianisme, donne un témoignage oculaire des émeutes. Je marchais vers la Walderngasse. J'aperçus alors le commandant de la ville, le général Bruckner, sur son cheval, et comme il y avait encore des cris sporadiques, il ordonna à sa patrouille « Laissons ces bâtards s'époumoner s'ils le désirent, mais à la minute où ils font quelque chose d'idiot, nous devons intervenir. » Tout le monde dans la ville était à sa fenêtre, et comme je revenais chez moi, je m'approchais des immeubles afin d'entendre ce qui se disait et connaître ainsi l'ambiance. Les enfants jouaient devant les pas de porte, riant et ricanant. Ils parlaient des événements du jour avec un intérêt enfantin. Mais aucun homme, ni aucune femme ne les réprimandait, ou même engageait avec eux une discussion sérieuse. Et aucun prêtre n'était visible, même si, d'après mon opinion personnelle, c'était vraiment l'endroit où il devait se trouver. Comme maître d'une religion qui tient l'amour en si grande estime, comme les gens sont corrompus et comme leur sens de la justice et du droit, sans même mentionner l'amour de l'humanité, est inadéquat. Il est clair, d'après les faits, qu'il n'y a eu aucune indignation exprimée concernant ces événements, même dans les journaux officiels. Les gens de la ville étaient en colère contre Bruckner pour avoir fermé les tavernes dès le début et ils menaçaient de le faire tomber de cheval. Fin de citation. Après 3 jours de pogrom à Karlsruhe, l'infanterie fut appelée et des canons déployés dans les rues. Le grand-duc de Bade manifesta sa solidarité avec les Juifs de sa capitale en s'installant chez un Juif important de Karlsruhe. Après ce geste, le calme se rétablit. Les émeutes intensifièrent les tensions déjà existantes entre Juifs et chrétiens allemands et accentuèrent aussi les dissensions et les analyses à l'intérieur de la communauté juive allemande. De nombreux partisans de l'émancipation croyaient que pour être traités en égal, les Juifs allemands devaient devenir complètement allemands et les tentatives pour essayer de s'assimiler, de s'intégrer dans la société allemande séculaire augmentèrent suite aux hostilités. Une autre direction était offerte par le mouvement Wissenschaft des Judentums, des groupes tels que l'Association pour la culture et la science des Juifs essayèrent de créer une culture séculaire juive à égalité avec la culture européenne de l'Ouest. Fondée vers 1819 par Eduard Ganz, Heinrich Heine, Leopold Zunz et Michael Baer, c'était une tentative pour fournir une structure où les Juifs, en tant que peuple, avec leurs propres droits, pourraient valider leur tradition culturelle séculaire sur un pied d'égalité avec le peuple allemand. Concernant les réactions juives, Amos Elon note « Les réactions juives aux émeutes ont été remarquablement modérées. De nombreux Juifs étaient soit trop effrayés, soit avaient trop de confiance dans les lois. Le détachement et le manque d'identification personnelle avec les victimes de la part de la classe moyenne supérieure juive est une indication que l'élite juive intellectuelle et riche est souvent convertie, tournée le dos aux pauvres et à la petite bourgeoisie. Le magazine juif familial Shulamit ne mentionne pas du tout les émeutes. Autre personnage, Madame Rachel Varnhagen, une autre juive convertie au christianisme et qui écrivait à son frère suite à ces événements. « Je suis infiniment triste pour les Juifs d'une façon que je n'ai jamais ressentie auparavant. Que dois-je faire? Ce groupe de gens chassés de leur maison, ils veulent les garder seulement pour se mépriser et se torturer de plus belle. Je connais mon pays.
Malheureusement, durant les 3 dernières années, j'ai annoncé que les Juifs seront attaqués. J'ai été témoin. La cire allemande bout d'indignation. Et pourquoi? Car ce sont les gens les plus civilisés, aimant la paix et obéissants. Leur nouvel amour hypocrite pour le christianisme, que Dieu pardonne mon péché, et le Moyen-Âge avec sa poésie, son art, ses atrocités, incite les gens à commettre la seule atrocité dont ils sont encore capables, attaquer les Juifs. Leur haine ne freine pas leur zèle religieux. Comment peuvent-ils haïr une autre foi quand ils n'aiment même pas la leur? Voilà quelques réflexions et entendements sur ce mois d'août 1819, ou plutôt ces années terribles où sévit un antisémitisme cruel, tortionnaire et criminel en Allemagne même. Cela ne voudra pas dire, en tout cas pour les Allemands préservant leur orthodoxie religieuse, ou les Allemands convertis au christianisme, ou les assimilés de toutes sortes, de pouvoir à travers cela déjà entendre les signes avant-coureurs de ce qui allait se passer, alors que des hommes comme Théodore Herzl, Vladimir Jabotinsky et d'autres parcourront ces territoires afin d'essayer d'éveiller les masses à ce désir du retour. Malheureusement, les choses seront comme nous les connaissons, mais heureusement, nous avons aujourd'hui, ici et maintenant. À très bientôt, shalom, shalom.